Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est réunis aujourd'hui pour l'actualité sociale avec Fabrice et Coralie. Si ça vous convient, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire juste les règles du jeu du webinaire et après on va juste se présenter en 30 secondes chacun et après on démarre l'actualité sociale. Du coup, pour les règles du jeu, vous les connaissez, je pense, parce que vous êtes des habitués. Mais en bas à droite, vous avez le chat dans lequel vous pouvez faire des commentaires. Et n'hésitez pas à nous envoyer des petits smileys si vous voulez aussi. Il y a l'onglet questions qui est juste à côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici. C'est plus facile pour moi pour les trier, et même pour Fabrice et Coralie pour tout regarder comme il faut. Et voilà, c'est tout pour les règles du jeu. Donc, pour la présentation de QuickMS, vous nous connaissez, mais on refait quand même en 30 secondes. Donc, on a un éditeur de logiciels. On a 2 logiciels graphiques qui vous permettent d'automatiser votre BDESE, notamment, et de piloter vos indicateurs RH. Et Crew, qui permet d'automatiser vos campagnes d'entretien et digitaliser vos entretiens obligatoires ou non obligatoires. Fabrice, Coralie, je vous laisse vous présenter. Mais je t'en prie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à côté. On partage le même bureau, donc on change un petit peu de format. Écoutez, nous sommes 2 avocats. Fabrice est avocat associé, pour ma part avocate collaboratrice au sein du cabinet Capstan. Capstan, c'est un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail. Notre quotidien, c'est d'accompagner les entreprises, quel que soit le secteur d'activité et où que vous vous situez partout en France. L'objectif pour nous, c'est de vous conseiller, vous accompagner en défense et de vous former pour maîtriser la matière et faire vibrer le droit social au quotidien. C'est joliment dit, donc je n'ai rien à ajouter. Voilà. Vous êtes parfait. Allez, c'est parti. Je vais partager la présentation et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Allez, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Oui. Oui. Allez, génial. Alors, c'est moi qui commence. C'est moi qui commence sur cet arrêt de la Cour de cassation du 11 mai dernier, qui concerne la problématique du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures. Donc, vous savez que la durée maximale du travail, parmi les différentes durées maximales qui existent, est de 10 heures par jour. Et la question qui se posait à la Cour de cassation, c'est quelle est la sanction dès lors qu'on relève dans un dossier que cette durée est dépassée. Plus précisément, la question qui se posait, c'était de savoir finalement si le salarié, le demandeur, devait démontrer le préjudice subi en conséquence de ce dépassement, puisqu'il est certain qu'il y a une violation de la règle dans le dossier, ou bien est-ce qu'il y avait automatiquement, je fais exprès pour l'instant de prendre ce terme, je vais m'expliquer, un préjudice indemnisable pour ce salarié. La Cour de cassation, et ça n'est pas évident, je vais vous expliquer pourquoi, va considérer qu'il y a un préjudice qui est indemnisable finalement du seul fait du constat du dépassement de la durée maximale du travail qui ouvre droit, d'après la Cour de cassation, à réparation. Alors pourquoi ce n'est pas évident? Parce que pour ceux parmi vous qui suivent dans le détail les subtilités et avec nous mensuellement de la jurisprudence de la Cour de cassation, depuis 2016 et depuis précisément des arrêts du 13 avril, on a quand même eu un revirement de la jurisprudence sur la notion de préjudice nécessaire. Autrement dit, le courant jurisprudentiel depuis 2016, c'est de considérer en droit du travail, ce qui n'était pas le cas avant, à l'exception d'ailleurs du droit du travail, dans toutes les autres matières, en principe, quelqu'un doit montrer son préjudice, démontrer son préjudice. Donc en droit du travail, on avait des préjudices nécessaires. Le 13 avril 2016, la Cour de cassation était revenue là-dessus, à l'occasion, me semble-t-il, de la délivrance de documents de rupture, en disant il n'y a pas forcément et nécessairement donc un préjudice et un manquement à l'employeur, encore faut-il que le salarié démontre le préjudice dont il se prévaut. Donc, dans la lignée de cette jurisprudence, on pouvait imaginer qu'il en irait de même en ce qui concerne le dépassement de la durée maximale du travail, et ce n'est pas le cas. Alors, j'observe quand même
honnêtement, j'ignore au moment où je parle s'il y a derrière une subtilité. J'avoue qu'elle m'échappe un petit peu, mais j'observe que dans le moyen soulevé par l'une des parties devant la Cour de cassation, elle évoquait cette notion de préjudice nécessaire, en disant que donc le dépassement de la durée maximale du travail cause nécessairement un préjudice au salarié. Et la Cour de cassation ne reprend pas ce terme. Elle dit le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, mais sans forcément utiliser cette notion de nécessaire. Alors, est-ce qu'il y a une subtilité derrière ça, point d'interrogation. Toujours est-il que la Cour de cassation reproche finalement au juge d'appel d'avoir écarté la demande en dommages et intérêts au prétexte, dans la lignée de ce qu'elle pensait être, à mon sens, la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2016, au prétexte que le salarié donc ne démontrait pas le préjudice subi. Et donc la Cour de cassation dit bon, il y a un préjudice, quoi qu'il en soit, sans avoir à le démontrer, lorsqu'on dépasse la durée maximale quotidienne du travail. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, et c'est pour ça que je relevais qu'elle n'utilise pas le terme de préjudice nécessaire, est-ce que c'est une évolution de la jurisprudence qui va peut-être intervenir sur certains sujets uniquement, puisqu'on parle quand même d'une durée maximale du travail, il y a une connotation particulière liée à des règles qui sont là pour la sécurité du salarié. L'avenir nous le dira, mais toujours est-il donc qu'il y a une inflexion dans la jurisprudence qui était relativement stable depuis 2016, où effectivement on a un cas, donc la durée maximale quotidienne du travail, pour l'instant, peut-être d'autres sujets demain, d'autres sujets autour de la durée du travail peut-être, où il n'y a pas lieu pour le salarié de démontrer le préjudice, et pour autant, il y aura un préjudice réparable pour ce salarié. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier arrêt de la Cour de cassation ? Oui, il y en a une. Quelle est la demande en réparation ? C'est quoi la demande en réparation pour ce préjudice-là ? Alors, je ne peux pas vous donner l'information du montant. Si la Cour de cassation nous dit qu'il y a un préjudice qui doit être réparé, elle n'intervient pas sur l'évaluation de ce préjudice qui relève des juges du fond. Je n'ai pas d'information particulière dans ce dossier à la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation. Ça sera à chaque conseil de prud'homme, à chaque cour d'appel, d'évaluer le préjudice en fonction de ce qu'il y aura au dossier. Mais il n'y a pas un barème comme on peut l'avoir pour l'indemnité de licenciement sans cause, par exemple. Ok, parfait. Merci beaucoup. Allez, je prends la main, c'est à moi, effectivement. Alors, petite information sur le sujet, gros sujet d'actualité de ces derniers temps, le partage de la valeur. Dans le cadre de ce webinaire, on a réservé l'analyse de l'avant-projet de loi qui vient proposer la transposition de l'accord national interprofessionnel, pour que vous sachiez aussi, en fin de semaine, dans le cadre du focus que l'on prépare pour QuickMS, vous aurez la seconde partie qui, là, concerne la lecture du projet de loi cette fois, puisque le 24 mai, il y a eu la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Donc, c'est pour cela qu'on a scindé l'analyse. Aujourd'hui, on se concentre sur l'analyse de l'avant-projet. En fin de semaine, dans le cadre du focus, vous aurez le projet de loi qui a été transmis et lu en Conseil des ministres. Alors, petit rappel concernant l'accord national interprofessionnel. Vous vous souvenez que cet accord s'inscrit dans le cadre de la prolongation de la loi portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, loi du 16 août 2022, qui a fait battre énormément de questions sur l'application en ce qui concerne les conditions d'exonération de cotisations et charges sociales, sur les conditions d'attribution ou encore de versement. Je vous renvoie pour mémoire au BOSS, puisqu'il y a eu une instruction de rédiger sur la base de questions-réponses pour retrouver toutes ces informations-là. En ce qui concerne l'ANI, l'avant-projet porté par le gouvernement porte aussi l'ambition de pérenniser ce dispositif de partage de la valeur au sein des entreprises, que celles-ci comprennent moins de 50 salariés ou plus. La Première ministre, elle s'était engagée en ce qui la concerne à ce que l'accord négocié entre les partenaires sociaux soit retranscrit dans la loi qui est censée être adoptée par le Parlement avant cet été. Donc effectivement, c'est assez le sujet brûlant.
L'avant-projet reprend fidèlement le contenu de l'ANI et pour les mesures qui vont relever du niveau législatif, on en comprend quatre principaux, avec l'instauration d'une obligation de mettre en place un mécanisme de partage dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, si ces entreprises réaliseront plutôt un bénéfice fiscal représentant au moins 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Cette obligation entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et pendant une durée expérimentale, pour reprendre le terme, de 5 années. Ces entreprises pourront, de manière alternative, soit mettre en place un mécanisme de participation ou d'intéressement, soit abonder un plan d'épargne salariale, soit, on y vient, verser une prime de partage de la valeur. Ça, c'était la première obligation qui sera instituée. La deuxième porte sur l'aménagement de la PPV et d'une prolongation du régime d'exonération pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, ce que prévoit l'avant-projet en ce qui concerne ce point, c'est 2 choses. La première, c'est l'attribution de 2 primes de partage de la valeur par année civile. Apparemment, ce sera désormais possible, toujours dans la limite des plafonds actuels. Les salariés auront la possibilité d'affecter leur PPV à un plan d'épargne salariale ou retraite pour pouvoir bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu. Et en ce qui concerne le deuxième point, c'est les conditions d'exonération sociale actuellement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023. Eh bien, ces exonérations sociales seront prolongées jusqu'au 31 décembre 2026, toujours pour les entreprises de moins de 50 salariés. Troisième mesure qui sera instituée, c'est l'obligation de négocier sur les résultats exceptionnels, cette fois dans les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, ce qu'il faut retenir pour ce point, c'est que les entreprises dont l'effectif a dépassé 50 salariés pendant 5 ans consécutifs devront inclure dans toute négociation relative à la participation ou à l'intéressement ce qu'on appelle les conséquences d'une augmentation exceptionnelle de leurs bénéfices. Alors, à ce stade, on n'a pas trop d'éléments qui viennent préciser ce qu'on doit entendre par augmentation exceptionnelle du bénéfice. Par contre, ce qui est indiqué, c'est que la définition de ces critères qui définiront du coup l'augmentation exceptionnelle restera la prérogative de l'employeur. Point de vigilance, puisque le texte le prévoit, les entreprises déjà couvertes par un accord de participation ou d'intéressement doivent initier cette négociation avant le 30 juin 2024. Et dernière mesure, elle porte cette fois sur la création d'un dispositif de partage de la valorisation de l'entreprise. Ici, clairement, l'objectif affiché par le gouvernement, c'est d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise. Et un tel plan pourra, ce n'est pas obligationnel cette fois, on dit bien pourra, permettre d'octroyer aux salariés justifiant d'une certaine ancienneté une somme liée à l'évolution de la valorisation de l'entreprise sur un cycle de 3 ans. Voilà pour l'analyse de l'avant-projet. Et encore une fois, je me répète, je sais, la suite au prochain épisode avec le focus en fin de semaine. Merci beaucoup. Du coup, on n'a pas de questions, donc on passe à l'arrêté suivant. Oui, alors avant de débuter le prochain arrêt, je félicite quand même Coralie qui est capable de teaser les news qui seront publiées en fin de semaine. Je trouve ça extraordinaire, on se croirait au cinéma. Alors, sur cet arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023, cet arrêt porte sur une question finalement d'interaction entre le délai prévu par la loi pour l'envoi des lettres de licenciement pour motif économique, d'une part, et les règles du redressement de la liquidation judiciaire. Alors, je dirais que l'aspect pratique de cet arrêt, je pense, va concerner plutôt les entreprises en redressement judiciaire, puisque ce sont celles où effectivement il est quand même plus courant, même si je n'exclus pas l'autre hypothèse du tout, mais il est quand même plus courant qu'il puisse y avoir des discussions et des contestations sur le bien fondé du licenciement, alors que la liquidation judiciaire, malheureusement, est une situation tellement extrême que ça porte moins à discussion sur le bien fondé des licenciements et sur leur procédure, même si ça peut arriver. Mais donc, dans ce dossier,
La question était de savoir comment on articule ces délais dans une affaire où plus précisément, il s'agissait d'une procédure de licenciement économique pour motif économique collectif de plus de 10 salariés, mais dans une entreprise de moins de 50 salariés. Si je dis cela, c'est que ça permet d'indiquer qu'on est dans une procédure au sein de laquelle doit être respecté un délai de 30 jours avant l'envoi des lettres de licenciement à la suite de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative. Donc, on a ce délai de 30 jours. Il n'avait pas été respecté dans cette affaire, et donc la question était de savoir s'il y avait ici une irrégularité de nature à être exploitée, disons, par les salariés, ou s'il n'y avait pas d'irrégularité. La Cour de cassation va s'appuyer sur les articles et du Code du travail et du Code de commerce dans cette affaire pour relever que dans le Code de commerce, il y a aussi ce que je qualifierais de délai induit par la procédure, et en particulier des délais finalement liés à la protection des salariés. Je pense que c'est ce qui fait pencher la balance au niveau de l'appréciation de la Cour de cassation, c'est-à-dire que la Cour relève que l'assurance de garantie des salaires va entrer en action au bénéfice donc des salariés dans le cas de certains délais, notamment parce qu'elle va garantir des créances résultant de la rupture des contrats de travail qui sont intervenus à certaines périodes, notamment pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation. Donc, il y a des périodes comme ça qui sont fixées par le Code de commerce et ce n'est que dans ces périodes-là que la garantie des salaires intervient. Et donc, partant de ce constat, la Cour de cassation considère qu'il en résulte que, du coup, le délai d'envoi des lettres de licenciement, qui donc dans ce cas-là était de 30 jours, à compter de la transmission à l'autorité administrative, eh bien, ces délais ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Alors, je trouve qu'il y a dans cet arrêt du réalisme de la part de la Cour de cassation, qui fait prévaloir finalement le côté effectif des délais de protection liés à l'intervention de la garantie des salaires, et qui finalement, dans cet esprit-là, écarte l'application des délais spécifiques du Code du travail, parce que si on devait respecter le délai de notification prévu par le Code du travail, on serait en dehors des périodes de garantie par l'AGS. Donc il y a une espèce d'équilibre pragmatique qui est trouvé par la Cour de cassation. Toujours est-il que si vous êtes amené à intervenir dans des dossiers de redressement ou de liquidation, comme je le disais en propos introductif, peut-être plus en redressement avec des licenciements autorisés par le juge commissaire, sachez qu'il se pose souvent la question du timing des opérations, que la Cour de cassation vient de considérer que les délais de notification propres au droit du travail ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Donc, ça permet de gérer les dossiers en termes de timing d'une manière un petit peu différente. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt ? Non, pas de questions. Merci Fabrice. Du coup, on passe au prochain. À toi, Coralie, du coup ? Alors, à moi, effectivement, à moi. Super, et je me remets sur ma petite page. Arrêt effectivement du 11 mai 2023 également, qui concerne la signature d'une rupture conventionnelle qui fait suite à une rupture unilatérale prétendue, je dirais même, par le salarié. Vous allez comprendre pourquoi lorsque j'aurai énuméré l'effet de l'espèce. Alors, tout est dit dans le titre, puisque la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut de fait renonciation commune des parties à la rupture précédemment intervenue. Alors, pour comprendre le contexte d'espèce, ici, les parties avaient convenu d'une rupture conventionnelle qu'elles avaient régularisée en mars 2027. La Directe avait accusé réception de cette demande d'homologation 15 jours après, donc c'était en avril 2017. On en déduit donc à ce stade-là que ni l'employeur ni le salarié ne s'étaient donc rétractés de ce mode de rupture. Contre toute attente, plusieurs mois après, puisqu'on se positionnait en juin 2018, le salarié, qui estimait avoir fait l'objet antérieurement à la signature de cette rupture conventionnelle d'un licenciement verbal,
a saisi le Conseil de prud'homme de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. En première instance, le Conseil de prud'homme avait estimé que l'action du salarié en requalification de la rupture conventionnelle était irrecevable car prescrite et l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes. De manière assez surprenante, en cause d'appel, forcément, le jugement n'a pas été suivi des faits. L'employeur se pourvoit, en faisant grief à la cour d'appel, de dire que le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal en mars 2017, soit avant la signature de la rupture conventionnelle, que ce licenciement verbal constitue une rupture abusive du contrat, et ce, alors que chaque fois que le différend dont le juge est saisi vise à remettre en cause la convention de rupture conventionnelle, eh bien, cette action reste enfermée dans un délai de 1 an. Sauf que là, le salarié, forcément, avait fait cette action postérieurement à ce délai légal d'1 an. Donc, la Cour de cassation, forcément, est venue casser cet arrêt en rappelant effectivement que tout litige qui concerne la convention, l'homologation, le refus d'homologation qui relève de la compétence du Conseil de prud'homme est enfermé dans un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention. Dès lors, le salarié qui a conclu une rupture conventionnelle ne peut plus contester ni la validité ni les effets de celle-ci au-delà de cette année, notamment en invoquant un prétendu licenciement verbal qui serait intervenu antérieurement à la signature de cette convention de rupture. Dans cet arrêt, même si ce n'est pas suffisamment exposé à mon goût, la Cour d'appel ne s'est pas, selon moi, assez appesantie, concentrée sur la charge de la preuve, puisque le salarié, finalement, avait invoqué l'existence d'un licenciement verbal, mais à aucun moment on ne voit trace des éléments qui auraient figuré dans ce dossier. Donc, moi, je trouve personnellement que c'est un peu léger dans l'argumentation et dans la rédaction de l'arrêt issu de cette Cour d'appel. Mais visiblement, effectivement, la Cour de cassation a bien relevé ce point, puisque cet arrêt est contra legem et qu'elle viole toutes les dispositions légales relatives à la prescription. Donc, il s'ensuit naturellement que lorsque le contrat a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle, comme le disait le titre, vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. Mais tout de même, il faut rester vigilant en termes de charge de la preuve, puisque si demain vous seriez amené à rencontrer cette hypothèse-là, bien évidemment, le volet, l'axe de la prescription, c'est un axe de défense, bien évidemment, sur lequel il faut s'orienter, mais au-delà, sur le fond, il ne faut pas minimiser la discussion et toujours ouvrir le point sur la charge de la preuve, puisqu'il incombe au demandeur de justifier les faits qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, et ce qui n'était pas du tout rempli dans cet arrêt-là. Voilà pour cet arrêt. Eh bien, merci beaucoup, Coralie. Je crois qu'il en reste 2. Fabrice, il me semble que tu fais le prochain. Tout à fait. Alors, en bon français, je vais parler de la clause de Golden Hello, que la Cour de cassation appelle la prime d'arrivée, qui concerne effectivement une situation que l'on peut connaître dans certaines entreprises, mais je vais y venir. On peut, à mon avis, s'interroger sur une portée peut-être plus large de cet arrêt, à voir dans le futur. Cette prime d'arrivée, c'est la prime que l'on va verser, souvent à un cadre qu'on aura débauché et à qui on va verser une rémunération exceptionnelle au moment de l'arrivée. Par contre, beaucoup de praticiens se posent la question de savoir si on peut subordonner cette prime d'arrivée à certaines conditions, et notamment au fait que la personne reste un certain temps dans l'entreprise et ne part pas extrêmement rapidement, sinon elle perd un peu de son sens, cette fameuse prime d'arrivée. C'était donc exactement la question qu'a dû traiter la Cour de cassation. Dans cette affaire, une prime d'arrivée a été prévue par une clause contractuelle. Cette clause contractuelle
prévoyait que cette prime ne serait, le versement de la totalité de cette prime serait subordonné à une condition de présence et de durée de présence. À défaut, cette prime prévoyait donc un remboursement au prorata temporis de cette prime si la condition n'était pas remplie. Il y a eu un conflit, puisqu'évidemment, arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le salarié est parti et que la condition de présence n'était pas remplie. L'employeur a donc demandé le remboursement par application de la clause. Il a été débouté devant la Cour d'appel et la Cour de cassation finit par lui donner raison. Sur un plan juridique, le débat, et c'était les arguments qui étaient développés par le salarié, était de savoir si une telle clause n'était pas contraire finalement à la liberté du travail, c'est-à-dire qu'elle n'empêchait pas le salarié de démissionner s'il le souhaitait et d'aller donc travailler ailleurs parce qu'il était soumis à un remboursement au moins partiel de la prime qu'il avait versée et donc il ne fallait pas finalement considérer que cette prime était définitive une fois qu'elle était versée. La Cour de cassation répond clairement par la négative en disant que c'est sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail qu'on peut subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée indépendante de la rémunération de l'activité du salarié. C'est un point important, c'est-à-dire que c'est une prime qui n'était pas liée à la réalisation d'une tâche ou à un objectif particulier. Donc, on peut la subordonner à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue. Donc, la Cour de cassation dit on peut le faire, ça n'est pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail. Donc, je pense que c'est un élément important à retenir, puisque ça signifie que ce type de prime doit être bien rédigée, puisqu'elle se retrouve dans le contrat. L'engagement de l'employeur doit être bien rédigé, et on peut aller jusqu'à prévoir ce type de mécanique de remboursement. J'observe que la Cour de cassation fonde son raisonnement notamment sur le Code civil, l'article 1134, c'est-à-dire en clair la volonté des parties, le contrat qui fait la loi des parties. Donc c'est un important arrêt, à mon sens, pour la technique contractuelle que l'on peut utiliser entre l'employeur et un salarié. La question, c'est jusqu'où va ce raisonnement de la Cour de cassation. Est-ce qu'on peut imaginer que la loi des parties par le contrat de travail puisse être finalement validée de la sorte par la Cour de cassation pour d'autres types de rémunération et de primes? Rien n'est moins sûr. On a quand même certains arrêts en 2021 qui portent sur la proratisation de certaines primes. Mais pour autant, l'avenir nous le dira, parce que dans les arrêts que j'évoque, justement, il s'agissait de primes qui étaient liées à l'activité du salarié, ce qui n'est pas le cas de la prime d'arrivée. Par contre, est-ce qu'on peut imaginer, du coup, un raisonnement comparable peut-être pour les primes de sortie, c'est-à-dire des indemnités contractuelles de licenciement, par exemple? La question se pose. En tout cas, pour la prime d'arrivée, la jurisprudence est celle que je viens de vous évoquer. Et donc, vous pouvez retenir que le contrat peut être précis et peut prévoir un remboursement, le cas échéant, de tout ou partie de la prime versée. Voilà pour cet arrêt de la Cour de cassation. Est-ce qu'il y a des questions? Et non, il n'y a aucune question. Ça doit être très, très clair. Et du coup, Coralie, je te laisse terminer. Oui, pour le dernier arrêt. Arrêt intéressant qui permet de rappeler les sanctions attachées aux demandes qui sont parfois cumulées devant le Conseil de prud'homme, celles qui demandent qui a trait à la résiliation judiciaire et celles qui a trait à la nullité du licenciement. Alors, simplement, dans cet arrêt-là, ce qui était au cœur du débat, c'est la réintégration du salarié dans son emploi. Pour mémoire, on sait que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail est incompatible avec une demande de réintégration, alors que lorsqu'il s'agit de la contestation d'un licenciement que le salarié prétend être nul, le salarié, dans ce cas de figure, peut en principe demander sa réintégration. Alors, pour comprendre les faits,
Ici, le salarié avait saisi le conseil de prud'homme en premier lieu, vous l'avez compris, d'une demande de résiliation judiciaire au tort de l'employeur en juin 2016. Et 9 mois plus tard, il se voit déclaré inapte et licencié en mars 2017. Le salarié avait entamé une procédure pour viser en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat et postérieurement avait adjoint à ce premier recours la contestation au licenciement. Et tout au long de la procédure de première instance, mais également en cause d'appel, le salarié avait toujours maintenu sa demande de résiliation. Je précise cela parce que c'est un petit peu la caractéristique dans cet arrêt, alors que le salarié a toujours maintenu ces deux axes de contestation, ces deux axes de demande. Voilà qu'en cause d'appel, après plusieurs jeux d'écriture, il a tout simplement renoncé à cette demande de résiliation judiciaire. Et se posait donc la question de savoir s'il appartenait au juge s'il devait constater la nullité du licenciement, s'il appartenait au juge d'examiner ou pas la demande de réintégration dans ce contexte, justement, où jusqu'alors, le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat, alors qu'en principe, dans ce cas de figure, on ne peut pas demander la réintégration dans son emploi. Tout le débat était là, savoir si le juge devait ou pas examiner la réintégration du salarié. Alors, d'un point de vue des positions, le salarié, lui, a fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le débouter de sa demande de réintégration et de condamnation au paiement d'une indemnité légale égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée sur la période d'éviction. Pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a retenu que la poursuite du contrat de travail ne peut être ordonnée entre deux parties qui ont chacune pour sa part manifesté, dit la Cour, irréductiblement sa volonté de rompre le contrat. Et elle relève surtout, d'où l'importance de la précision préalable, la Cour dit d'autant que le salarié a maintenu cette demande après que l'employeur l'ait licencié en cours de procédure. Donc pour elle, c'était tout à fait incompatible que le salarié puisse maintenir une demande tout au long de la première et de la deuxième instance, qu'il décide tout bonnement d'abandonner sa demande en résiliation judiciaire pour finalement se concentrer sur sa demande de réintégration, alors que sa volonté était finalement de voir rompre le contrat. La Cour de cassation a donné raison au salarié. Alors, j'ai relevé l'attendu qui était assez bien rédigé. Elle indique qu'en statuant ainsi, dès lors que le salarié avait abandonné sa demande de résiliation judiciaire de son contrat dans ses dernières écritures, le fait qu'il ait maintenu cette demande jusqu'à son troisième jeu de conclusion en cause d'appel ne pouvait faire obstacle à ses demandes de réintégration et de paiement d'une indemnité d'éviction, puisque tout simplement, il a concentré ses demandes et sa contestation sur le licenciement qu'il a estimé nul et qui a été reconnu par la Cour d'appel comme étant nul. Donc, en conclusion, en pareille situation, le juge de première instance, et en tout état de cause, le juge en cause d'appel, doit juger et examiner la demande de réintégration formulée par le salarié. Il ne peut pas donc s'en affranchir. Voilà pour cet arrêt. Eh ben, merci beaucoup, Coralie. C'est tout pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est, je vous ai mis le lien, si vous voulez, pour l'inscription à la newsletter Actualité sociale, qui est envoyée chaque vendredi. Et également, je vais vous mettre un lien pour le webinaire qu'on organise avec Fabrice. Je crois que Coralie, tu ne seras pas là la semaine prochaine, mais on le fait avec Fabrice sur les problématiques RH et comment accompagner vos clients sur les problématiques RH. Tout à fait, et on parlera plus particulièrement de la question des entretiens. Il existe des entretiens obligatoires, des entretiens qui ne le sont pas, mais que le droit appréhende quand même, et de comment fixer des objectifs et de quelques jurisprudences sur les objectifs que l'on peut fixer aux salariés, parce que là aussi, le droit appréhende les choses. Exactement, la conformité légale en RH. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au mois prochain. Au mois prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.